Salut les amis, c'est Ranen, merci d'avoir choisi la chaîne. Henri de Clipchamp, qui a une bien meilleure voix que moi, va vous faire la lecture du texte de l'historien et anthropologue soviétique Dmitri Olderog. Les idées européocentristes du XIXe siècle. Pendant très longtemps, certains penseurs européens ont eu une vision fausse et réductrice de l'Afrique. Ils pensaient que les peuples africains n'avaient pas d'histoire propre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas évolué par eux-mêmes, mais seulement grâce à des influences venues d'ailleurs. En effet, au XIXe siècle, beaucoup d'intellectuels européens étaient convaincus que la civilisation venait uniquement de l'Europe. Selon eux, les autres peuples, notamment les Africains, étaient sans histoire. Cette manière de penser s'appelle l'européocentrisme, c'est une vision du monde qui place l'Europe au centre de tout, comme si elle était la seule source de progrès et de culture. Des philosophes comme Hegel, en Allemagne, ont influencé cette idée. Hegel affirmait que l'Afrique était, en dehors de l'histoire, ce qui veut dire qu'il ne reconnaissait pas aux Africains une évolution historique propre. Certains chercheurs allemands ont repris ces idées. Ils pensaient que les grandes civilisations africaines, comme l'Égypte ancienne, par exemple, ne pouvaient pas venir des Africains eux-mêmes, mais d'un peuple venu d'ailleurs, les Hamites, supposément venus d'Asie. Cette théorie, aujourd'hui complètement fausse et rejetée, servait à justifier la supériorité supposée des peuples européens et à dévaloriser les Africains. L'Allemagne, centre des études africanistes. Malgré ces idées fausses, l'Allemagne a joué un rôle important dans la recherche sur l'Afrique. C'est là qu'est née l'africanistique, c'est-à-dire l'étude scientifique des langues et cultures africaines. Deux grands chercheurs allemands sont évoqués. Karl Meinhof et Dietrich Westermann. Ces deux hommes sont considérés comme les fondateurs de la linguistique africaniste en Allemagne. En 1907, l'Allemagne a même créé l'Institut colonial de Hambourg, qui est devenu un grand centre d'études sur les langues africaines. L'étude des langues africaines au service de la colonisation. À l'époque coloniale, les recherches sur l'Afrique n'étaient pas toujours faites pour mieux connaître le continent, mais souvent pour mieux le contrôler. En Allemagne, par exemple, l'étude des langues africaines faisait partie de la stratégie coloniale. Pendant la période du nazisme, l'armée hitlérienne préparait même une éventuelle opération en Afrique. Pour cela, certains linguistes allemands enseignaient des langues africaines comme le Hausa et le Swahili aux officiers d'aviation à Hambourg. Ces cours visaient à aider les militaires à communiquer avec les populations africaines lors de leur mission. Pendant ce temps, les autres puissances coloniales, l'Angleterre et la France, ne commenceront à enseigner ces langues qu'un peu plus tard. En 1916 pour l'Angleterre, ainsi, l'Allemagne fut pionnière dans ce domaine, mais dans un objectif politique et militaire plutôt que scientifique, et après 1947 pour la France. Les théories allemandes sur l'origine des civilisations africaines. Les savants allemands de cette époque avaient une vision hiérarchisée des peuples. Ils pensaient que les civilisations africaines ne pouvaient pas être d'origine locale. Selon eux, elles avaient été apportées par des migrations successives. Les Pygmées, les Nègres, puis les Proto-Hamites, les Hamites à peau claire, les Sémites et enfin les Arabes. Ces groupes auraient, selon eux, transmis à l'Afrique la métallurgie du fer, l'architecture, la peinture et la sculpture. Mais cette théorie était fondée sur des préjugés raciaux, elle niait la capacité des Africains à créer eux-mêmes leur civilisation. Les découvertes scientifiques qui ont tout changé. Entre les deux guerres mondiales, de grandes découvertes paléontologiques ont totalement remis en cause ces théories. En 1924, la découverte de l'Australopithèque, en Afrique du Sud, a prouvé que l'évolution humaine avait commencé en Afrique. Plus tard, d'autres découvertes, comme Lucie en Éthiopie ou Toumé au Tchad, ont confirmé cette idée. Ces découvertes validaient donc l'hypothèse de Darwin, selon laquelle l'homme est né en Afrique.
L'Afrique, un continent à la riche culture ancienne. En plus des preuves paléontologiques, les découvertes archéologiques et artistiques ont montré que l'Afrique avait connu un développement culturel autonome depuis la préhistoire. Des sites comme le Tassili Nagé, en Algérie, Tadrar-Akaku, en Libye, et la Basse-Nubie, dans la vallée du Nil, ont révélé des peintures rupestres, des vestiges néolithiques et des traces de poterie datant de plus de 8000 ans. On y a même trouvé des preuves de culture de céréales sauvages remontant à 13 000 ans avant notre ère, soit bien avant les premières civilisations du Proche-Orient. Ces découvertes montrent que l'Afrique n'a pas été influencée par l'extérieur, mais qu'elle a développé par elle-même des formes très anciennes de civilisation. Elles remettent donc en cause la vision classique selon laquelle l'Égypte ou le croissant fertile seraient les seuls berceaux de l'humanité. En réalité, l'Afrique apparaît comme un pôle majeur de développement humain et technique dès le Paléolithique inférieur, jouant un rôle central dans la diffusion des hommes et des savoirs, avant même les courants migratoires inverses vers le continent. Problèmes anthropologiques et linguistiques. Les caractéristiques physiques d'un peuple changent beaucoup plus lentement. Elles permettent donc de mieux comprendre l'histoire ancienne et la répartition des populations africaines à travers le temps. Les caractéristiques physiques, plus stables que la langue et la culture. Les caractéristiques anthropologiques, comme la couleur de peau, la forme du visage ou la taille, changent très lentement. Elles résistent aux bouleversements causés par les migrations, les guerres ou les mélanges culturels. Par exemple, les Noirs d'Amérique, descendants d'Africains déportés pendant la traite négrière, et les Sidis d'Inde, descendants d'Africains installés en Asie, ont perdu leur langue et une partie de leur culture africaine. Mais ils ont conservé leurs traits physiques d'origine. De même, en Afrique du Nord, les peuples locaux ont été arabisés après les invasions arabes, ils parlent arabe et pratiquent la culture musulmane. Mais leurs caractéristiques physiques anciennes sont restées visibles. Cela montre que la culture et la langue peuvent se transformer rapidement, tandis que les traits physiques évoluent beaucoup plus lentement. La répartition des grands types humains en Afrique. Aujourd'hui, la répartition des types humains, ou types, ratios, selon les anciens termes anthropologiques, reflète encore les anciens groupes du continent. On peut distinguer plusieurs grandes zones. Au nord, les peuples de type méditerranéen. À l'est, les peuples de type éthiopide. Au sud, les Sans ou Bushmen. Dans la forêt équatoriale, les Pygmées. En Afrique tropicale, centre et ouest, les nègres soudanais et congolais. Ces répartitions montrent une grande diversité, héritée de milliers d'années d'évolution, malgré le manque de fossiles dans certaines régions. Les preuves archéologiques et historiques. Les fouilles archéologiques apportent des informations précieuses sur l'histoire de ces populations. Au Sahara et au Nigeria, on a découvert des squelettes très anciens de type négroïde, ce qui montre que cette région a pu être l'un des foyers d'origine des peuples noirs. Les peintures rupestres du Sahara montrent aussi la présence dominante de populations noires, mais on y trouve également des groupes afro-méditerranéens. En Égypte et en Libye, les sources antiques décrivent une mosaïque ethnique, des Libyens à peau claire vivaient aux côtés de Noirs éthiopiens. Ces exemples prouvent que les populations africaines ont été très mélangées au fil du temps. Les migrations et le métissage, source de diversité. Le dessèchement progressif du Sahara a forcé de nombreuses populations à migrer vers les régions plus humides, comme la vallée du Nil, le lac Tchad ou le bassin du Niger. Ces mouvements ont entraîné des métissages entre différents groupes, les Soudanais, les Éthiopides et les Afro-Méditerranéens. Selon les anthropologues, cette diversité s'explique donc par l'adaptation au milieu naturel, climat, température, végétation, etc.
Les migrations et les mélanges entre peuples au fil des siècles. C'est pourquoi certains peuples très éloignés, comme les Dinkas, au Soudan, et les Wolofs, au Sénégal, présentent des similitudes physiques, ils vivent sur des latitudes proches, donc dans des conditions climatiques comparables. Les Pygmées, un ancien peuple d'Afrique centrale. L'abandon de la théorie d'une origine commune avec les Pygmées d'Asie. Autrefois, certains scientifiques pensaient que les Pygmées d'Afrique et ceux d'Asie appartenaient à une même race. Mais aujourd'hui, cette idée est abandonnée. Les chercheurs ont montré que la petite taille des Pygmées africains est le résultat d'une adaptation à la vie dans la forêt tropicale humide, sur une très longue période. Une présence autrefois plus étendue. Les Pygmées ne vivaient pas uniquement dans les forêts où on les trouve actuellement. Des documents égyptiens anciens, notamment de la 6e dynastie, et des traditions orales africaines prouvent qu'ils étaient autrefois présents en Nubie et en Éthiopie, donc bien plus au nord. Le recul progressif face aux peuples bantous. Avec le temps, les peuples bantous, plus grands et plus nombreux, ont migré vers les zones occupées par les Pygmées. Ces derniers ont été repoussés vers les régions forestières reculées. Aujourd'hui, ils vivent principalement dans les forêts du Cameroun, du Gabon, du Rwanda, et de la République démocratique du Congo. Les Pygmées actuels sont donc les derniers témoins d'un peuplement ancien qui couvrait autrefois une grande partie de l'Afrique. Les Sans, les premiers habitants de l'Afrique australe. Qui sont les Sans? Les Sans sont un peuple de petite taille, à la peau cuivrée et aux cheveux en un grain de poivre, petits et frisés. Ils sont souvent regroupés avec les Khoikhoi sous le nom de Khoisan, parce qu'ils partagent des langues à clics, sons particuliers produits avec la langue. Les différences entre les Sans et les Khoikhoi. Même s'ils sont souvent associés, les deux peuples sont en réalité très différents. Les Khoikhoi sont plus grands, sédentaires et éleveurs. Les Sans, eux, sont nomades, chasseurs-cueilleurs et vivent dans des zones arides. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'un seul groupe, mais de deux peuples distincts. Leur ancienne extension et leur recul. Autrefois, les Sans occupaient un territoire beaucoup plus vaste, allant jusqu'au Kenya. Mais, comme les Pygmées, ils ont été repoussés par d'autres peuples vers les zones désertiques et semi-arides du sud de l'Afrique. Namibie, désert du Kalahari, Angola. L'héritage culturel et linguistique des anciens peuples. Les Sans ont laissé de nombreuses traces de leur présence ancienne. Des peintures rupestres. Des noms de lieux, toponymie. Et des mots ou sons dans les langues bantoues voisines. Les sons à clics, très caractéristiques, sont l'un de leurs principaux héritages. Ces sons sont produits par des mouvements de la langue contre le palais, et ils servent à distinguer les mots dans les langues. Exemple, un mot peut changer de sens simplement en changeant le type de clic. D'autres peuples anciens, comme les Hadzapi, en Tanzanie, les Kwadi, en Angola, et les Otavi, en Namibie, témoignent aussi de la diversité des anciens peuplements africains, distincts des Pygmées et des Sans. La diversité linguistique de l'Afrique et son lien avec l'histoire des peuples. Les langues et les migrations en Afrique. Les langues que l'on parle aujourd'hui ne reflètent pas exactement l'origine des peuples. Au fil des siècles, les migrations, les mariages entre groupes, métissages, et les adaptations au climat et au milieu ont transformé la répartition des langues. Ainsi, une population peut parler une langue différente de celle de ses ancêtres. C'est pourquoi la carte des langues africaines est très différente de celle des types humains ou des cultures anciennes. Cette diversité linguistique est une clé importante pour comprendre l'évolution des peuples africains dans les forêts et les savanes d'Afrique centrale et australe. Les grandes familles de langues africaines, le cas du nord de l'Afrique. L'Afrique du Nord, qui comprend aussi la Mauritanie et l'Éthiopie,
appartient au domaine des langues chamito-sémitiques qu'on appelle aujourd'hui aussi afro-asiatiques. Cette grande famille se divise en 5 groupes principaux. Le groupe sémitique, comme l'arabe ou l'amharique. Le groupe couchite, parlé dans la Corne de l'Afrique. Le groupe berbère, présent au Maghreb et au Sahara. L'égyptien ancien, langue des anciens Égyptiens. Le groupe tchadique, dont fait partie le Haoussa. Ces langues sont parlées à la fois par des peuples noirs africains et par des peuples sémites, ce qui montre bien que la langue n'est pas liée à la couleur de peau, mais à l'histoire et aux migrations. Les langues du sud de l'Afrique, les langues akliques et les peuples anciens. Dans le sud du continent, on trouve des langues très particulières parlées par les San, les Kwadi, en Angola, et les Hadzapi, en Tanzanie. Ces langues ont 2 grandes caractéristiques. Elles utilisent des sons akliques, produits par la langue et le palais. Elles ont une structure isolante, c'est-à-dire qu'elles utilisent peu de terminaisons ou de flexions grammaticales. Les linguistes pensent qu'elles pourraient former un groupe distinct, appelé langue paléo-africaine, c'est-à-dire très ancienne. En revanche, les langues khoï-khoï, même si elles ont aussi des clics, ont une grammaire différente et ne font pas partie de ce même groupe. L'Afrique orientale, une région marquée par l'expansion des langues bantoues. Avant l'arrivée et la diffusion des langues bantoues, l'Afrique orientale était habitée par des peuples très variés. Des San et des khoï-khoï. Des peuples parlant des langues couchites. Et d'autres utilisant des langues spécifiques, comme l'Irako en Tanzanie. Puis, au fil du temps, les migrations bantoues ont gagné ces régions, apportant de nouvelles langues et transformant la carte linguistique. Aujourd'hui, les langues bantoues dominent la majeure partie de l'Afrique orientale et australe, mais des traces des langues plus anciennes subsistent encore chez certains petits groupes isolés. En gros, la diversité linguistique de l'Afrique est le résultat d'une longue histoire de migration et d'échanges culturels. Les langues ne reflètent pas forcément l'origine physique des peuples, mais elles racontent leurs déplacements, leurs contacts et leurs transformations au fil du temps. Ainsi, l'étude des langues africaines permet de mieux comprendre l'histoire du peuplement du continent, depuis les anciens peuples comme les San et les Pygmées, jusqu'aux Bantous et aux civilisations plus récentes. Les anciennes classifications linguistiques, erreurs et limites. 1. La classification de Maurice Delafosse. Delafosse parlait de « langue négro-africaine ». Cette expression est inappropriée, car elle mélange la langue et la race. Or, une langue n'a rien à voir avec la couleur de peau, des peuples très différents peuvent parler la même langue. 2. La classification de Meinhof et Westermann. Ces 2 linguistes distinguaient 2 grands groupes, les langues soudanaises et les langues bantoues. Mais les recherches plus récentes ont montré que ces 2 groupes sont en réalité apparentés, ils appartiennent à une même famille plus vaste. Leur séparation était donc fausse. 3. La classification de Joseph Greenberg. Greenberg a proposé une organisation en familles congo-kordofanienne et nilo-saharienne. Cependant, sa méthode, appelée « comparaison de masse », a été critiquée. Elle consistait à comparer beaucoup de mots sans analyse approfondie. Résultat, il a réduit trop vite le nombre de familles linguistiques, ce qui a simplifié à l'excès la réalité. Les nouvelles propositions, vers des regroupements plus précis. Certains chercheurs ont proposé des alternatives plus nuancées. Par exemple, Edgar Gregersen a suggéré l'existence d'une seule grande famille linguistique, appelée congo-saharienne, regroupant les langues bantoues, soudanaises et nilo-sahariennes. Cette idée vise à montrer les liens historiques entre de nombreuses langues africaines, tout en restant prudente sur leur degré exact de parenté. De plus, les langues bantoues et mandées se distinguent par une forte homogénéité, elles se ressemblent beaucoup. Alors que les langues euro-atlantiques montrent une grande diversité,
liée à une histoire de migration multiple et de mélanges anciens entre peuples. Ne pas confondre langue, race, culture et technologie. Les classifications linguistiques ne doivent pas être liées à la race, à la culture ou à la technologie. Par exemple, le terme « bantou » désigne uniquement une famille de langues, et non pas une race ni une culture unique. Certains chercheurs anciens associaient à tort la langue bantou à des caractéristiques physiques ou à la maîtrise du fer, ce qui est une erreur. En réalité, une langue peut se répandre sans que les peuples changent de culture ou d'apparence physique. Les migrations et l'expansion des langues bantoues. Dans les savanes du Soudan, des peuples parlant des langues à classe nominale, comme les langues bantoues, et utilisant les tons ont cohabité pendant longtemps. Quand le désert a progressé vers le sud, ces peuples ont migré vers des régions plus humides. Les montagnes du nord, la vallée du Nil, et la zone du lac paléo-tchadien. Ceux-ci étaient souvent chasseurs, éleveurs et travailleurs du métal. Ils ont parfois remplacé les populations locales, repoussées plus au sud. Le linguiste Malcolm Guthrie a identifié le foyer d'origine des langues bantoues dans la région des langues Luba et Bemba, au centre de l'Afrique, autour du Katanga. C'était aussi une région riche en cuivre, ce qui a facilité les échanges et donc l'expansion linguistique des bantous. La diversification des langues bantoues. Plus les bantous se sont éloignés de leur foyer d'origine, plus leurs langues ont évolué différemment. Les contacts avec d'autres peuples ont créé des variantes locales et des emprunts linguistiques. Ce phénomène montre encore une fois que langue, culture et type physique ne doivent pas être confondus. Une langue peut s'étendre avec des échanges commerciaux, mais les peuples qui la parlent peuvent garder des cultures différentes. En conclusion, les classifications linguistiques africaines ont beaucoup évolué au fil du temps. Les chercheurs ont compris qu'il ne fallait pas relier la langue à la race ou à la culture, mais plutôt l'étudier à travers l'histoire des migrations et des contacts entre peuples. L'exemple des langues bantoues illustre bien cette complexité. Elles forment une grande famille linguistique née dans le centre de l'Afrique. Mais leur expansion a été influencée par les échanges commerciaux, les migrations et les innovations techniques. Sans pour autant correspondre à un seul peuple ou à une seule culture.